tous, alors excusez-moi pour ce petit délai, j'avais quelques petits soucis techniques à régler en termes de connexion, donc je vous remercie d'être présent pour ce webinaire de la société Nanaba, donc qui va porter sur le thème de la mémorisation et notamment sur la méthode de la répétition espacée. Pour ma part, je suis Barbara Lutz, je suis directrice Product Manager de la société Nanaba. Et j'étais également professeure des écoles avant d'intégrer la société Nanaba. Alors, tout d'abord, quel va être le programme du webinaire ? Donc, on va voir un petit peu des notions en neurosciences, donc très brièvement sur le cerveau, notamment sur les différents types de mémoire que nous avons, puisque nous n'avons pas qu'une seule mémoire, mais plusieurs mémoires. Puis, nous verrons vraiment en quoi consiste le fonctionnement de la mémoire, pour pouvoir justement agir sur cette mémoire et améliorer la mémorisation à long terme. Et puis, nous verrons plus particulièrement la méthode de la répétition espacée, c'est donc la méthode qui est utilisée dans l'application Nanaba. Et puis, je finirai par vous expliquer le concept de Nanaba, notre application, en quoi elle consiste et en quoi elle peut vous aider justement dans la mémorisation, que ce soit pour vos enfants, vos propres enfants, ou bien les élèves si vous êtes professeur. Alors, tout d'abord, donc, comme je l'ai dit, nous n'avons pas qu'une mémoire, mais nous avons en tout 5 mémoires. Donc, la première mémoire, c'est la mémoire sensorielle, donc c'est la mémoire qui fait appel à nos 5 sens. La deuxième mémoire, c'est la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Donc, c'est celle qui va mettre en application les informations qui viennent de la mémoire sensorielle ou de la mémoire à long terme. Et puis, la troisième mémoire, c'est la mémoire à long terme qui, elle, va être sous-divisée en 3 types de mémoire. La mémoire procédurale, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous allez avoir un stimuli sensoriel, donc par exemple une information visuelle qui arrive à votre cerveau, l'information, elle va aller dans la mémoire sensorielle. Donc cette mémoire sensorielle, c'est une mémoire qui a une durée très courte, elle est inférieure à 1 seconde, donc l'information va être très vite oubliée. Donc par exemple, ça va être pouvoir repérer son chemin grâce à des repères visuels. Donc c'est une mémoire qui ne fait pas forcément appel à l'attention, puisque c'est une mémoire qui est inconsciente. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'attention pour pouvoir justement faire appel à cette mémoire sensorielle. Au contraire, en revanche, si on veut justement faire appel à l'attention, si le processus de l'attention agit donc dans le processus de mémorisation, on va donc mettre cette information dans la mémoire à court terme, qui elle va durer un petit peu plus longtemps, elle va être de l'ordre de la minute. Et par exemple, ça va être si je visualise un numéro de téléphone ou bien si j'entends un numéro de téléphone. Donc c'est toujours un stimuli sensoriel qui va déclencher en fait l'information, qui va donc arriver dans la mémoire sensorielle et ensuite elle va arriver dans la mémoire à court terme. Et le fait que le processus d'attention est intervenu entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme va faire qu'on va retenir ces 10 chiffres pendant un certain laps de temps, qu'on va pouvoir les restituer, mais au bout de quelques minutes, ces informations, ce numéro de téléphone sera oublié. Donc pour pouvoir faire en sorte que les informations restent sur une durée plus importante, donc plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, il va falloir mettre les informations dans la mémoire à long terme. Et donc cette mémoire à long terme, comme je l'ai dit, elle se divise en 3 types de mémoire. Donc la mémoire procédurale. Alors la mémoire procédurale, ça va faire intervenir tout ce qui est moteur. Donc, par exemple, savoir faire du vélo. Donc, ça va être tous les automatismes moteurs qui vont être stockés dans cette mémoire à long terme, donc la mémoire procédurale. La mémoire épisodique, elle va faire appel à
C'est une mémoire personnelle qui est vraiment conditionnée par notre vécu, par l'aspect émotionnel. Donc, elle va faire appel à des souvenirs personnels. Donc, par exemple, un séjour de vacances qui nous a beaucoup marqué. Voilà, c'est vraiment personnel et ça fait vraiment, c'est vraiment en rapport avec un épisode marquant de la vie. Et puis, la mémoire sémantique, qui, elle, en revanche, va faire appel à des concepts sur le monde ou de la connaissance du soi. Donc, par exemple, une information qui est en rapport avec une date historique. Voilà, c'est vraiment des informations qui vont être stockées sous forme de connaissances ou de concepts dans la mémoire sémantique. Donc voilà pour l'organisation de nos 5 mémoires. Donc on verra plus tard que les informations qui proviennent donc de nos stimuli sensoriels et qui arrivent dans les différentes mémoires, ce processus n'est pas forcément linéaire. Il y a vraiment des allers-retours entre les différentes mémoires. Donc on va voir ça un petit peu plus tard. Alors justement, comment fonctionne notre mémoire ? Alors, il y a un philosophe allemand, Ebbinghaus, qui a montré que le processus de l'oubli est naturel dans le fonctionnement de la mémorisation. Donc, il a montré qu'en fait, l'oubli, la courbe de l'oubli est exponentielle et que les informations sont très vite perdues et ne sont pas stockées à long terme dans notre cerveau. Donc, pour vous donner un exemple, 50% des informations vont être oubliées au bout d'un jour. Au bout de 7 jours, 80% des informations vont être oubliées. Tout simplement parce que notre cerveau ne peut pas tout stocker. Au bout d'un moment, il y a un processus naturel qui fait qu'il va oublier. Donc ça, c'est la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, qui est une courbe exponentielle qui a été établie par ce philosophe allemand. Donc, le processus de mémorisation, comment ça fonctionne ? Donc, il y a 3 étapes dans le processus de mémorisation. Il y a l'encodage, c'est la mise en mémoire via les 5 sens. Donc, les informations vont être codées pour faire en sorte que nous les comprenions donc dans les différentes mémoires. Puis, il y a le processus de stockage qui, lui, va pouvoir consolider dans le temps les informations qui proviennent de nos stimuli sensoriels et qui vont être donc stockées dans la mémoire à long terme, dans le temps. Puis, la troisième étape, c'est le rappel ou la récupération qui va nous permettre de restituer une information qui provient de la mémoire à long terme pour la mettre en application. Donc ces 3 processus, si l'on reprend notre schéma de tout à l'heure, ils interviennent donc à quel endroit ? Alors, si je reprends l'exemple du stimuli sensoriel qui arrive à ma mémoire sensorielle, je vais y prêter attention, donc je vais pouvoir la traiter dans la mémoire à court terme. Si je ne la stocke pas dans la mémoire à long terme, je vais forcément oublier. En revanche, si je veux faire en sorte qu'elle soit vraiment stockée de façon pérenne dans la mémoire à long terme, je vais devoir faire appel au processus de stockage, donc qui apparaît donc entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Quelque temps après, si je veux récupérer l'information qui est stockée dans la mémoire à long terme pour la restituer, donc c'est le processus de récupération, je vais devoir donc récupérer ces informations, les remettre dans la mémoire à court terme pour pouvoir les restituer et les mettre en application. Donc, c'est ça les différents processus de mémorisation. L'encodage qui permet de mettre en mémoire, le stockage qui permet de stocker l'information dans la mémoire à long terme et la récupération qui permet de récupérer les informations de la mémoire à long terme pour les mettre en application dans la mémoire à court terme. Donc voilà en quoi consiste le processus de mémorisation. Alors, maintenant que je vous ai donné des informations sur le processus de mémorisation, comment pouvoir justement améliorer la mémorisation pour justement ne pas faire en sorte que la courbe de l'oubli nous fasse oublier les informations qui sont stockées dans le cerveau. Alors tout d'abord,
il y a des conditions requises pour pouvoir améliorer la mémorisation. Donc la première chose qui est importante, c'est de pouvoir mobiliser l'attention. Donc on a vu dans le processus de mémorisation que si on ne porte pas attention aux informations qui proviennent de nos stimuli sensoriels, ces informations ne vont pas pouvoir arriver dans la mémoire à court terme et encore moins dans la mémoire à long terme. Donc il faut vraiment pouvoir mobiliser l'attention. Donc en classe, par exemple, ça va être utiliser des outils sensoriels. Donc, par exemple, jouer avec sa voix pour pouvoir attirer l'attention. Ça va être utiliser des couleurs au tableau. Ça va être utiliser des affichages. Ça va être le fait d'utiliser différents moyens pour justement attirer l'attention, comme par exemple des vidéos, des outils numériques qui permettent justement de capter l'attention des élèves. Donc ça, c'est primordial. Autre chose qui est important, c'est qu'il va falloir sensibiliser les enfants sur le fait d'avoir une bonne hygiène de vie. Le sommeil dans le processus de mémorisation est extrêmement important. Une grande partie des informations que nous avons engrangées dans la journée va être traitée par notre cerveau pendant la nuit. Donc le cerveau, contrairement à ce qu'on peut croire, va être actif pendant la nuit. Toutes les informations, il va pouvoir les trier, les classer, les catégoriser dans des petits tiroirs dans notre cerveau. Et pour cela, il faut que justement, ce processus-là se fait pendant le sommeil profond. Donc, il faut que la personne ait une durée de sommeil importante pour que le cerveau puisse justement bien trier, bien catégoriser, bien ranger les informations qui proviennent de la journée. Donc vraiment sensibiliser vos enfants, les élèves, au fait que le sommeil est très important dans le processus de mémorisation. Autre chose qui est extrêmement important, c'est le fait de comprendre l'information qui arrive à notre cerveau. Donc, pour pouvoir coder l'information, pour pouvoir encoder les informations qui proviennent de nos cinq sens, il faut pouvoir les comprendre. Donc, un enfant qui ne va pas comprendre une notion, il ne va pas pouvoir l'ancrer de façon pérenne dans le cerveau. Donc, il va vraiment falloir faire en sorte de donner du sens aux apprentissages. Donc, tout cela, ça passe par des jeux, ça passe par des projets qui donnent vraiment du concret, qui permet vraiment de conceptualiser les notions qui vont arriver donc, dans le cerveau des enfants. Donc, la pédagogie par le jeu est un moyen vraiment extrêmement important pour pouvoir justement faire en sorte que les enfants puissent apprendre tout en s'amusant, sans s'en apercevoir, et va favoriser justement la compréhension des notions et l'ancrage dans la mémoire. Et dernière chose qui est importante, c'est le fait de se sentir en confiance. Un enfant qui va avoir la peur du jugement, qui va avoir du stress pendant les apprentissages, une partie de son cerveau va être focalisée sur la gestion de son stress, sur le fait de devoir gérer ses émotions. Donc, et il ne va pas pouvoir se focaliser complètement sur les notions qui vont être abordées. Donc, vraiment faire en sorte que l'enfant se sente en confiance. Donc, voilà pour les conditions requises. Et une fois qu'on a donc mis en place ces conditions, il va falloir faire en sorte de créer des liens dans le cerveau. Donc, dans le processus de stockage que l'on a vu tout à l'heure, donc vous vous rappelez le stockage qui se fait donc entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, ce processus de stockage, il va se faire en réactivant des neurones dans le cerveau qui vont permettre de créer des liens, créer des connexions entre les différents neurones pour pouvoir justement ranger, structurer, catégoriser les notions dans notre cerveau. Donc pour pouvoir faire ces liens, il faut justement donner des outils aux enfants, aux élèves pour qu'ils puissent justement faire ces liens au niveau des neurones du cerveau. Donc ça passe par exemple des tableaux, des tris, ça passe par des cartes mentales, ça passe par des fiches de synthèse, donc tous les outils qui permettent justement de créer des liens entre les différentes informations qui sont stockées dans le cerveau. Donc pour cela, vous pouvez utiliser des outils mnémoniques également qui font appel aux cinq sens.
Donc par exemple, je donne un exemple tout bête que tout le monde va connaître. Pour apprendre les conjonctions de coordination, mais où est donc Ornicart, tout le monde va connaître l'adage « mais où est donc Ornicart ». C'est beaucoup plus facile pour un enfant de connaître cette phrase d'apprendre les conjonctions de coordination sans faire de lien avec quelque chose qui a du sens pour eux. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est extrêmement important justement dans le processus de mémorisation d'utiliser des outils mnémoniques. Donc ça peut aussi passer par exemple dans l'apprentissage des langues, vous allez utiliser des images, donc des outils visuels qui sont associés à des mots. Voilà, donc c'est ce genre d'outils qu'il va falloir utiliser dans le processus de mémorisation. Donc on l'a vu, le stockage, c'est donc un processus qui va permettre de réactiver les neurones. Et ce processus de stockage, il va justement augmenter avec la réactivation des neurones. Puisqu'il y a plusieurs connexions qui vont se faire dans le cerveau. Et plus il y a de connexions, plus les informations vont prendre des chemins différents. Et donc la restitution de l'information va pas uniquement se faire par un seul chemin, mais par plein de chemins différents. Donc l'information pourra être restituée de façon beaucoup plus rapide par les enfants ou par la personne en question. Donc il faut s'entraîner à restituer les informations. Donc on s'entraîne à restituer les informations en faisant nos fiches de synthèse, mais aussi une fois qu'on a fait nos fiches de synthèse, qu'on a fait nos cartes mentales, qu'on a préparé tout le terrain pour l'apprentissage des notions, on va essayer de les restituer à travers des quiz avec des réponses qui sont immédiates, ou bien simplement en prenant une feuille blanche. Voilà, je prends une feuille blanche et j'essaye de noter tout ce que je connais sur les notions que j'ai apprises. Et ensuite, je vais les comparer avec mon cours, avec ma fiche de synthèse, pour pouvoir justement vérifier s'il y a des notions que j'ai oubliées, s'il y a des notions sur lesquelles je me suis trompée, pour faire en sorte que le cerveau, justement, il remplace les notions erronées par les bonnes réponses, ou bien qu'il conforte les notions qui sont déjà ancrées dans le cerveau. En classe, pour pouvoir réactiver ces neurones, donc favoriser le stockage de l'information dans la mémoire à long terme, on peut faire une synthèse en fin de cours, mais aussi on peut faire une réactivation à chaque début de cours pour justement faire en sorte que les enfants s'obligent à restituer, à aller chercher les informations pour justement les restituer et les mettre en application. Donc ce processus de stockage, il est d'autant plus efficace que la fréquence de récupération soit importante. C'est-à-dire que plus je vais demander à mon cerveau de restituer les informations, plus souvent je vais demander à mon cerveau de restituer les informations, et meilleur sera le stockage, et meilleure sera la consolidation de l'information dans la mémoire à long terme. Donc ce processus de récupération, de fréquence de récupération, s'appelle la répétition espacée. Donc je vais devoir consolider les informations en les restituant de façon espacée dans le temps. Alors, donc, si on résume un petit peu ce que je viens de dire, le processus de mémorisation, donc si je reprends mon schéma de tout à l'heure, j'ai mon stimuli qui arrive dans la mémoire sensorielle. Je n'y prête pas attention, j'oublie très rapidement. J'y prête attention, je peux la mettre en application dans la mémoire à court terme. Si je ne la stocke pas dans la mémoire à long terme, je vais oublier. Si je la stocke dans la mémoire à long terme, je vais devoir à un moment ou un autre la récupérer pour la remettre dans la mémoire à court terme et la restituer en temps voulu. Et plus je vais répéter ce processus de stockage, récupération, et meilleur sera donc le stockage de l'information dans la mémoire à long terme. Donc vous avez bien compris qu'il va falloir répéter la récupération
la restitution de l'information dans le temps pour pouvoir faire en sorte que l'information soit stockée de la façon la plus longue dans la mémoire à long terme. Donc, c'est le processus de la répétition espacée. Donc, si je reprends ma courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, donc, que l'on a vu tout à l'heure, on a vu que l'information est oubliée de façon exponentielle dans le temps. Donc, pour faire en sorte que cette information ne soit pas oubliée, pour inverser la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, il va falloir donc organiser ces rappels dans le temps. Donc, si je prends par exemple au bout de quelques heures, si je réactive, si je demande à mon enfant, à mon élève d'aller rechercher l'information au bout de quelques heures, je vais donc restituer mon information et le pourcentage d'information qui va être stockée dans le cerveau sera plus importante puisque je vais réactiver mon information, je vais remplacer les informations erronées par des bonnes informations et je vais confronter ce qui est déjà acquis dans mon cerveau. Puis, je vais laisser un petit peu de temps pour oublier et je vais réactiver 3 jours après. Je vais de nouveau laisser un petit peu de temps pour oublier. Je vais réactiver 7 jours après. Et ainsi de suite, je vais oublier, je vais réactiver 13 jours après, etc. Et cela, donc, de façon de plus en plus espacée dans le temps. Donc, Ebbinghaus a montré qu'au bout de 7 rappels, l'information va vraiment être stockée dans la durée, dans notre cerveau. Et on voit donc le delta entre le fait de ne pas avoir réactivé les informations, donc au bout de 30 jours, on n'a quasiment plus aucune information qui est stockée dans le cerveau, tandis que si on est passé par ces phases de rappel, au bout des 30 jours, quasiment plus de 90% de l'information reste ancrée dans notre cerveau. Donc il va falloir organiser ces rappels dans le temps. Alors justement, que faire pendant ces phases de rappel ? Alors, je vais proposer à mes élèves, à mes enfants, de relire les notes ou le cours. Alors, cette phase-là ne va pas être très très efficace puisqu'en fait, on ne va pas demander au cerveau de restituer les informations, on va simplement relire des notes de cours. Alors, on peut le faire, mais en revanche, si c'est accompagné à la suite de cette relecture d'une restitution des informations sur une feuille blanche ou à l'oral. Donc je relis mon cours, puis je vais prendre une feuille blanche et je vais essayer de réécrire sur ma feuille blanche tout ce que je connais sur le cours, sur les notions qui sont abordées. L'autre chose qui va être vraiment efficace, c'est de proposer à vos enfants, à vos élèves, de faire des quiz, donc des QCM, mais pour que ce soit vraiment efficace, il va vraiment falloir proposer des quiz avec des réponses immédiates. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez une session de 15 quiz, première question, l'enfant va y répondre, il faut que la réponse soit directement proposée à l'enfant pour que justement les notions erronées soient remplacées par les bonnes réponses, ou bien que les réponses justes qu'il a apportées soient confrontées et donc consolidées dans le cerveau. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est le fait qu'il y ait une réponse immédiate à l'issue des questions, à l'issue de chaque question. Ou bien, si vous n'avez pas la possibilité de faire des quiz, vous pouvez très bien demander vous-même jouer en tant que parent ou en tant qu'enseignant le rôle de poser des questions et justement de demander à vos enfants de répondre aux questions auxquelles vous posez, à l'oral ou à l'écrit, etc. Donc voilà quelles sont les choses à faire pendant les phases de rappel. Alors, il y a une méthode bien particulière qui a été développée par un journaliste allemand qui s'appelle la méthode de Leitner. Alors peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. Donc Leitner, il a fait une expérience en utilisant des cartes mémoire et 5 boîtes qui sont donc des boîtes qui sont numérotées de 1 à 5 dans lesquelles il va stocker ses cartes mémoire. Donc au départ, toutes les cartes vont être stockées dans la boîte numéro 1, c'est-à-dire que c'est les cartes qui ne sont pas encore maîtrisées.
Et au fur et à mesure que les personnes vont répondre aux questions, si les réponses sont justes, la carte mémoire va avancer d'une boîte. Pour la première fois, elle va avancer dans la boîte numéro 2. Si lors de la deuxième fois qu'il a accès à cette question, il répond à nouveau juste, elle va être stockée dans la boîte numéro 3 et ainsi de suite jusqu'à la boîte numéro 5. En revanche, si les réponses aux questions sont fausses, ce sont donc des notions qui sont moins bien maîtrisées, les cartes mémoire vont rester dans la boîte 1. Si, par exemple, la carte mémoire est dans la boîte 2 et que là, on répond avec une réponse fausse, on va devoir la restocker dans la boîte numéro 1. Donc, concrètement, l'objectif, c'est que toutes les cartes mémoire, au final, doivent être stockées dans la boîte numéro 5. Donc, dans la boîte numéro 1 vont apparaître les questions les moins bien maîtrisées, donc de façon beaucoup plus fréquente dans le temps, tandis que dans la boîte numéro 5, ça ne veut pas dire que les questions ne vont plus apparaître, elles vont apparaître, mais de façon beaucoup plus espacée dans le temps, donc avec une fréquence beaucoup plus faible. Donc ça, c'est la méthode Leitner, qui est une méthode qui est justement utilisée dans l'application Nanaba. Alors, justement, à quoi correspond donc l'application Nanaba ? Donc, Nanaba, c'est une application qui est une application hybride entre du contrôle parental et du soutien scolaire. Donc, elle va permettre... donc on peut l'installer à la fois sur le téléphone des parents ou sur le téléphone des enfants et elle va permettre de bloquer les applications préférées de vos enfants, donc les applications qui sont sur le téléphone, donc soit du parent soit de l'enfant. Et en échange d'un quiz, l'enfant va pouvoir débloquer son téléphone, donc ses applications pour y avoir accès. Donc les applications qui peuvent être bloquées sont paramétrables donc dans l'espace parent. Donc vous pouvez très bien choisir de bloquer qu'une partie des applications, pas la totalité des applications qui sont sur le téléphone. Et donc c'est vraiment un système qui va pouvoir déculpabiliser les parents sur l'utilisation des écrans de leurs enfants. Donc les quiz qui sont proposés dans l'application Nanaba sont des quiz qui sont du CP à la 3e, entièrement conçus par des professeurs de l'éducation nationale, donc selon les programmes scolaires en vigueur. Et ce sont des quiz autocorrectifs à réponse immédiate. On a vu tout à l'heure l'importance d'avoir donc une réponse immédiate quand on répond à des questions. Donc c'est une méthode qui est complètement ludique, qui va favoriser justement l'engagement de l'enfant, puisqu'aujourd'hui, tous les enfants sont connectés. L'apport du numérique est extrêmement important dans les apprentissages. À l'école, de plus en plus de professeurs sont formés à l'utilisation du numérique en classe. Donc on utilise de plus en plus les outils numériques dans les apprentissages, que ce soit en classe, mais aussi justement dans le soutien scolaire. Donc c'est vraiment, il y a des études qui ont montré l'importance du numérique dans l'engagement, dans la motivation des enfants, dans le soutien scolaire, dans les apprentissages au niveau scolaire. Donc c'est une méthode qui est ludique, puisqu'en fait vous allez avoir toute une interface ludique avec des personnages, des avatars. Donc ça aussi, ça favorise grandement la motivation, puisque l'élève ou l'enfant va apprendre tout en s'amusant. Donc c'est une application qui favorise aussi l'autonomie, puisque les quiz sont totalement autocorrectifs, donc il n'y a pas besoin de la présence de l'adulte pour pouvoir réaliser les quiz. Et donc c'est dans le processus de récupération, donc que l'on a vu tout à l'heure dans le processus de mémorisation, c'est dans ce processus de récupération que va intervenir l'application Nanaba, pour pouvoir justement faire en sorte que les informations soient restituées de la mémoire à long terme vers la mémoire à court terme, et de façon répétée, puisqu'en fait vous allez pouvoir aussi choisir la fréquence de répétition des quiz. Donc vous allez pouvoir le paramétrer dans l'espace parent pour par exemple le programmer toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, etc.
Et dans notre application Nanaba, nous utilisons donc la méthode Leitner que je vous ai expliquée juste avant. Donc concrètement, ça va consister en quoi? Vos enfants vont donc réaliser un premier quiz de 15 minutes. Dès lors qu'ils vont ouvrir leur application, ils vont devoir réaliser un quiz de 15 minutes pour pouvoir débloquer l'application. Donc les réponses vont être enregistrées par notre algorithme de l'intelligence artificielle qui est intégrée à l'application. Et donc toutes les réponses qui vont être erronées vont être proposées à l'enfant, donc de façon beaucoup plus fréquente, justement sur le principe de la méthode Leitner, pour pouvoir faire en sorte que l'information soit ancrée vraiment de façon plus longue dans le cerveau. Donc c'est cette méthode-là qui a été choisie pour développer l'application Nanaba. Et puis en tant que parent ou en tant que professeur, si vous voulez utiliser cette application au sein de votre classe, il y a la possibilité de suivre les résultats des élèves ou de vos enfants grâce à un tableau de bord qui vous permet justement de donner le nombre de quiz auxquels a répondu les enfants, le nombre de réponses exactes, le nombre de réponses erronées, et ceci par matière. Donc voilà pour l'application Nanaba. Donc vous avez la possibilité de nous trouver sur notre site internet nanaba-shop.fr. Nous avons également un blog sur internet, donc sur notre site nanaba-shop.fr/blog, dans lequel vous allez pouvoir trouver d'autres articles et également un article sur le thème de la mémorisation et notamment de la répétition espacée, et plein d'autres articles sur le thème de l'éducation. Et puis après, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, etc., YouTube. Nous avons également une chaîne YouTube sur lesquelles nous avons donc déjà posté un autre webinaire, si vous souhaitez le revisualiser. C'est un webinaire qui porte sur le thème de l'accompagnement à la scolarité. Et puis après, notre application est bien évidemment téléchargeable sur les stores, donc Google Play, App Store et Huawei App Gallery. Voilà, donc en conclusion, simplement pour faire un petit bilan de ce qui a été dit pendant ce webinaire, pour pouvoir favoriser l'ancrage mémoriel, il faut vraiment faire appel aux 5 sens. Donc utiliser des couleurs, utiliser des outils audio, de la vidéo, vraiment faire appel à tous les sens pour pouvoir favoriser l'ancrage mémoriel. Faire des liens. Donc, dans le processus de stockage, on a vu que c'est très important de faire des liens avec des notions qui sont déjà stockées dans notre cerveau. Donc, utiliser des cartes mentales, des schémas, des images, des fiches de synthèse pour pouvoir favoriser ce processus de stockage. Et puis, très important, donc, pour pouvoir stocker les informations vraiment dans le temps, dans la mémoire à long terme, il faut faire des rappels fréquents. Donc avec des quiz autocorrectifs, avec des réponses immédiates, ça c'est extrêmement important, je l'ai dit plusieurs fois. Et organiser ces rappels, ces restitutions dans le temps, donc de façon espacée dans le temps, donc en utilisant la répétition espacée. Donc voilà pour la partie webinaire. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc je vais consacrer un petit temps aux questions, si vous avez des questions, si vous avez posé des questions dans la partie questions. Alors, je vais donc prendre connaissance des questions. Alors, peut-on choisir des compétences particulières à travailler dans chaque matière? Donc oui, dans l'application Nanaba, il y a donc pour l'instant nous avons 3 matières disponibles. Donc le français, les maths et l'anglais. Et dans chaque matière, vous allez pouvoir utiliser vous allez pouvoir utiliser des modules différents, pouvoir sélectionner des modules différents pour chaque matière sur lesquels vont travailler plus particulièrement les enfants. Donc tout à fait, c'est paramétrable, ce genre de choses. Alors, une autre question. Si mon enfant révise juste la veille du contrôle, est-ce que ce sera efficace? Alors justement, c'est ce que l'on disait dans le processus de mémorisation, il faut justement faire en sorte d'organiser des rappels pour favoriser l'ancrage mémoriel. Alors si votre enfant va réviser juste
la veille du contrôle, le lendemain, selon la courbe de l'oubli, il va perdre un certain nombre environ 50% des informations ne seront plus ancrées dans le cerveau. Donc, ça ne va pas être efficace de devoir réviser juste la veille. Donc, vraiment organiser ces révisions, organiser le travail de vos enfants sur une durée beaucoup plus importante pour faire en sorte que la restitution soit la plus efficace possible. Alors, une autre question donc de Ellie qui demande mon enfant n'a pas la possibilité de réviser 7 fois pour chaque contrôle. Alors oui, effectivement, votre enfant ne va pas pouvoir réviser 7 fois, réactiver 7 fois pour un seul et même contrôle. Alors, on va dire que s'il le fait 3-4 fois, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai vraiment mis en évidence le fait qu'il va falloir organiser les rappels dans le temps. Donc, vous verrez, si vous souhaitez, dans le webinaire précédent sur l'accompagnement à la scolarité de vos enfants, je vous ai donné quelques outils pour pouvoir planifier justement le travail de vos enfants dans le temps. Donc, il faut au moins 3 rappels pour faire en sorte que ce soit efficace. Après, sachez que vos enfants, tout au long de la scolarité, les notions vont être vues, revues. Voilà, il y a beaucoup de rappels qui se font de façon dans les programmes, de façon naturelle dans les programmes. Donc, votre enfant va être confronté au moins 7 fois dans sa scolarité à une même notion. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais pour un contrôle à proprement dit, il faut vraiment faire en sorte d'anticiper et d'organiser le travail sur une durée plus importante. Alors, une autre question d'Emma qui me dit faut-il utiliser qu'une seule méthode de mémorisation? Par exemple, utiliser que la mémoire visuelle ou peut-on mélanger les différents types de mémorisation? Alors oui, c'est vrai qu'il va y avoir des enfants qui vont avoir une mémoire plus visuelle, il va y avoir des enfants qui vont avoir une mémoire plus auditive. Effectivement, ça c'est prouvé. Par contre, ça ne vous empêche pas de proposer différents outils pour pouvoir améliorer le processus de mémorisation. Ça ne va pas créer des interférences au niveau du cerveau parce que vous allez utiliser une mémoire auditive, des outils plutôt auditifs et mélangés avec des outils plutôt visuels. Non, au contraire, plus on utilise de méthodes différentes et meilleur sera l'ancrage mémoriel. Donc pas du tout, il ne faut pas hésiter justement à utiliser différents types d'outils mnémoniques et tous les sens en fait pour favoriser l'ancrage mémoriel. Alors, une autre question de Lina qui me dit ma fille utilise des fiches de synthèse déjà toutes prêtes. Est-ce efficace pour la mémorisation? Alors, oui, effectivement, sur le marché, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles de façon clé en main. Avec des fiches de synthèse, des cartes mentales, etc. Mais le fait de les créer soi-même, que l'enfant utilise ses propres mots, ses propres couleurs, ça intervient déjà dans le processus de mémorisation, puisque ça va être quelque chose qui vient c'est quelque chose qui a été créé de façon personnelle. Le cerveau va déjà travailler en créant ses fiches de synthèse, en créant ses fiches, ses cartes mentales, etc. Donc c'est beaucoup mieux de les faire soi-même que de relire des fiches de synthèse ou des cartes mentales qui ont été conçues par d'autres personnes. Donc voilà pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Et pour ceux qui ont répondu, je vous remercie vraiment pour votre participation et je vous donne rendez-vous donc pour un prochain webinaire le mois prochain. Merci à vous.